Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission Chantier politique, l'émission d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. Ce soir, nous nous intéressons à la célébration du 29e anniversaire du Social Democratic Front qui s'est donc tenu le 26 mai dernier. À cette occasion, nous marquons justement un temps d'arrêt sur ce parti politique, sur ce parti historique de l'opposition au Cameroun qui, dès les années 1990, s'est affirmé contre l'emprise du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'espace légitime de la représentation et de la mobilisation politique. De 1990 à 2019, le parti a connu des vertes et des pas mûres au point de perdre sa place ou presque de leader de l'opposition au Cameroun aujourd'hui. Quelles peuvent être les chances de ce parti de rebondir sur la scène politique nationale, surtout après l'épopée ratée des élections présidentielles de 2018 où le parti a pointé en 4e position avec moins de 3% des voix. Comment s'organiser pour réoccuper la scène politique avec les échéances électorales à venir? Nous en parlerons tout au long de cette émission. Et puis, en deuxième partie, nous reviendrons sur la journée mondiale de l'Afrique qui s'est célébrée le 25 mai dernier. À cette occasion, des panafricanistes de renom, au rang desquels, à la tête desquels Théophile Obenga était donc au Cameroun, notamment à l'université de Yaoundé 2 à Soa, pour une conférence du mouvement des fédéralistes panafricains. Ces derniers prônent la fédération des États africains à partir de l'Afrique centrale. Du coup, eh bien, ce soir, nous nous interrogeons sur la pertinence de la fédération pour le développement de l'Afrique. La renaissance panafricaniste qui s'opère depuis belle lurette dans les mentalités est-elle possible dans le contexte actuel de permettre le soulèvement de l'Afrique? Autant de questions qui constitueront l'ossature de cette émission de Chantier politique. Mesdames et messieurs, vous faites bien d'avoir choisi ce programme. Pour en parler, nous avons convié un panel d'experts et de spécialistes de haut volt pour décrypter ces sujets d'intérêt majeur. Je commence d'ailleurs à les accueillir. Je commence par ma gauche, pardon. Jean-Arthur Aoumou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs et bonsoir à mes copanélistes. Voilà, avant qu'on ait le temps de vous voir, vous êtes militant de l'Union des populations du Cameroun et du Manidem. Non. Alors, ça signifie quoi exactement? Oui. Membre de l'UPC Manidem. UPC Manidem. Oui, il n'y a pas « et ». De quoi s'agit-il exactement? C'est une décision qui avait été prise. Il y a de cela plusieurs années aujourd'hui, notamment en 1992, quand il y a eu une grande confusion au sein de la scène politique camerounaise sur la pléiade du PC. Oui. Et les journaux, c'est-à-dire vos collègues, ont donc commencé par nous appeler UPC Manidem, pour nous distinguer des autres. Oui. Et cela découle de quoi? Parce que cela découle du fait que l'UPC historique qui est connu de tout le monde avait donc à sa tête Ernest Ouandjé. Ernest Ouandjé est donc assassiné le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Oui. Et au préalable, quand il est de retour au Cameroun, nous sommes là en juillet 1961, il met sur pied une direction provisoire de l'UPC. Parce que la direction qui avait été élue au dernier congrès de l'UPC en 1952 avait été pratiquement décimée. Oui. Donc, il y a certains certains avaient été assassinés, d'autres emprisonnés, d'autres avaient déserté. Oui. Et donc, il arrive, il met donc sur pied une nouvelle direction provisoire de l'UPC, qu'il a appelé le comité révolutionnaire. Et ce comité révolutionnaire-là était composé de 7 personnes. C'est-à-dire Ouandjé Ernest lui-même comme président, King est comme vice-président. Vous aviez donc dans ce comité révolutionnaire Wungli Massaga, Ndo Michel, Njao Nikano, Ndongo Die, Wungli Massaga. Oui, vous avez déjà cité. Ce qui fait donc que
les uns et les autres de ce comité révolutionnaire, en 1971, connaissent des destins divers. Au Senda Afana, il lui est assassiné en 1966, le 15 mars 1966, à Molondu, au front de l'Est. Ndongo Die, lui, une fois que Wandje a été arrêté, il jette l'éponge. Donc pratiquement, il n'est plus dans la lutte. King Abel, lui, il est décédé déjà en 1964 ou 1964 en Égypte, au Caire, de suite de tous les traumatismes, des brutalités dont il était très souvent l'objet lors des événements de mai 55 au Cameroun. Donc nous en reparlerons quand on parlera de l'unité africaine tantôt. Bien sûr. Vous comprenez pourquoi on parle de mai 55, 25 mai. Merci à vous. Et il n'en reste que Ndomichel et Wungli Massaga. Donc Ndomichel et Wungli Massaga mettent donc sur pied en 1974 un mouvement qu'ils appellent Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, en abrégé Manidem, qui est une espèce d'antichambre pour l'UPC, donc pour recruter les membres de l'UPC, parce que l'UPC, le nom de l'UPC faisait peur. Donc pour recruter un jeune Camerounais, une jeune Camerounaise, il fallait lui dire, bon, viens au Manidem pour lutter pour la démocratie, les droits de l'homme. Il vient d'arriver en Europe, il est très content, il dit oui, ça c'est une bonne chose. Mais c'est au fur et à mesure qu'il se rendait compte que bon, il apprenait maintenant l'histoire réelle du Cameroun et de l'UPC, et beaucoup s'est dit, si 5 avaient adhéré au Manidem, 4 restaient à l'UPC. Donc c'est donc c'est donc cette période historique clandestine que l'UPC a vécu avec en travaillant avec son faux nez Manidem, qui a amené donc les journalistes à raison appelé donc dès les années 90, le début des années 90, cette UPC, l'agence de l'UPC historique, UPC Manidem. Et le nom est resté. Et le nom est resté. Et vous revendiquez. Le nom y est resté effectivement, parce qu'on a fait donc cette démarcation là, et le nom y est resté. On a même déposé des dossiers au niveau du MINAD pour la légalisation. Et comme dans la loi de légalisation dit bel et bien que au cas du silence du MINAD, s'il n'y a pas de refus, ce silence équivaut à une légalisation, ce qui a été fait. Mais par la suite, le MINAD a commencé à faire des crocs en jambes, et puis les tribunaux ont été saisis, et par 2 fois la Cour suprême a intervenu sur ce problème et nous a donné raison. Voilà donc pour ce qui est de l'UPC Manidem. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est votre première fois d'être ici sur nos studios. On espère vous avoir toujours en permanence dans le cadre de ce programme et bien d'autres, pour que vous puissiez partager avec nous votre expérience. On accueille également Sylvain Dong. Il est avec nous pour une première fois aussi sans doute. Il est doctorant en relations internationales à l'Institut des relations internationales du Cameroun, l'IRIC. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et bonsoir aux copanélistes. Avec vous, on parle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et la presse nationale annonce des sanctions américaines contre le Cameroun. Est-ce qu'à ce niveau, on peut déjà parler d'une forme d'ingérence des puissances étrangères en vue de déstabiliser le Cameroun? En réalité, étant donné que les sanctions ne sont pas encore, on n'a pas encore l'idée, ou alors nous n'avons pas encore la véracité, je ne pense pas qu'on puisse déjà parler d'ingérence américaine pour déstabiliser le Cameroun. Parce que, à mon sens, vous savez, la puissance américaine ou l'hyperpuissance américaine, c'est le pays qui dispose de nombreux atouts pour intervenir au Cameroun. Et je me dis que jusqu'ici, les Américains ont fait preuve de beaucoup de patience. Et je ne pense pas qu'ils interviendraient fondamentalement au Cameroun. D'accord, on l'espère en tout cas. On accueille notre troisième invité, lui également pour une première sur ce plateau. C'est Aristide Mono, il est chercheur en sciences politiques. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir vous également accepté l'invitation de HTV. Bonsoir Cédric, bonsoir à tout le panel. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs de HTV et surtout
de chantier politique. C'est un honneur pour moi d'être là pour une première partager ma modeste expérience et expertise avec ceux-là qui nous suivent à ce moment précis. Avec vous, on parle de ces élections européennes avec la montée en puissance des partis populistes, des eurosceptiques notamment, des partis de l'extrême, comme le Rassemblement national du côté de la France, ces partis qui ont quand même glané un nombre assez considérable de voix. Quoi faut-il s'attendre désormais entre les relations entre le Cameroun, entre l'Afrique, pardon, et l'Europe, avec cette montée en puissance des populistes au Parlement européen? Je pense que dans un premier temps, on peut penser désormais à un désintérêt des Occidentaux, des pays africains. Oui. C'est-à-dire désormais, ils seront tournés vers leurs préoccupations nationales et abandonner l'idée de néocolonisation ou alors tout simplement ce qu'on a appelé à une période donnée la précarité. Oui. Les précarés, autant pour moi, pas la précarité, même comme les précarés induisent immédiatement la précarité. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'à un moment donné, avec la montée en puissance de ceux qui peuvent être qualifiés de nationalistes européens, l'Afrique pourrait un peu respirer, le Cameroun pourrait également respirer. Cependant, lorsqu'on essaie de regarder la chose de près, il est clair qu'il y a des éléments sur lesquels, des universaux sur lesquels les différents pouvoirs occidentaux ne lésinent jamais, en tout cas ne discutent jamais de ces fondamentaux, c'est-à-dire la recherche des privilèges économiques en Afrique. Oui. Vous allez vous rendre compte par exemple que lorsqu'il s'est agi de voter cette résolution 1973 qui permet à l'OTAN d'intervenir en Libye. Vous allez vous rendre compte, par exemple, en France, il y a eu toute une unanimité autour de cette question au Parlement, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit les centristes. Tout le monde était d'accord qu'on vienne intervenir en Libye pour des questions économiques. Alors, sur cet aspect, on se pose donc la question de savoir est-ce que réellement ce nationalisme qui émerge aujourd'hui, qui est en train de se sédimenter, ce nationalisme-là pourra permettre à l'Afrique de se débarrasser de cette carcasse néocoloniale qui ne fait que plomber son développement. En tout cas, nous attendons. Mais ce qui est quand même est important de relever ici, c'est que à un moment donné, on sent que les clivages gauche-droite n'ont pas, en tout cas, ne sont plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, ce sont des intérêts d'abord nationaux, ce sont des personnes. On a vu cela avec les États-Unis. Lorsque M. Donald Trump est arrivé au pouvoir, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était le discours populiste qui prospérait le plus parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il faut miser sur le nationalisme et surtout en ce qui concerne l'Europe, surtout, il y a la question des migrations qui est également liée au chômage. Donc et la question d'écologie aussi. Avec les flux migratoires qui érodent de plus en plus l'offre en matière d'emploi, il est naturel aujourd'hui pour l'Européen moyen de demander à ce que les choses soient de plus en plus auto-centrées. Merci à vous pour ce très beau développement. Nous attendons encore ici sur le plateau le représentant du Social Democratic Front, puisque c'est de ce parti que nous allons parler, et le représentant nous fait savoir qu'il sera sur ce plateau dans quelques minutes, en tout cas on l'espère. Juste le temps pour nous de prendre cette légère transition et on se retrouve derrière pour le début des hostilités. Voilà,
Voilà, de retour sur ce plateau et comme annoncé en titre, il y a bientôt 30 ans que naissait dans la douleur le Social Democratic Front à l'aube du multipartisme. Le parti traînait du beau monde, mais aujourd'hui, force est de constater bien que cette formation politique a battu de l'aile. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Jean-Arthur Aoumou, si nous rentrons dans les méandres de l'histoire politique du Cameroun, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché avec celui qu'on appelait avec raison le principal parti de l'opposition au Cameroun? Non, bon, d'abord, nous parlons de la naissance et l'évolution du SIF. Oui. Le SIF naît dans un contexte, je peux dire, en ébullition démocratique, non seulement au Cameroun, mais dans le reste de l'Afrique. Avec le vent d'Est notamment. Le vent d'Est est venu trouver, quand même, est venu impulser les forces internes africaines. Parce que c'est très souvent ce que certains analystes omettent très souvent de dire. Non, le vent d'Est est venu impulser davantage, venu booster, si on peut dire ainsi, les forces internes qui étaient déjà en ébullition. Mais ce n'est pas, le vent d'Est qui est venu tout faire. D'accord. Voilà. Et il se trouve donc que, avant la naissance du SIF, il y a eu des arrestations qui ont été faites au Cameroun. Oui. Dans les années, en mars 1990, et les compatriotes se rappellent de l'affaire dite Yondo Black. Oui. Et effectivement, dans cette affaire du Yondo Black, c'était des compatriotes qui s'étaient mis ensemble dans le but de fédérer leurs forces, quelles que soient leurs orientations politiques, pour pouvoir faire appliquer la constitution du Cameroun, qui, celle d'avant 1996, disposait dans son article 3 que le multipartisme est bel et bien une norme constitutionnelle et que les partis politiques concourent à l'expression politique au Cameroun. Mais c'était cette disposition de la constitution, de son article 3, d'avant la constitution de 1996, n'était pas appliquée. Et donc, ils se mettent ensemble. Ceux-là sont donc arrêtés. Les Yondo Black, Eko Henriette, et Kananissé, qui étaient tous membres de l'UPC Manidem à l'époque. Et à ce moment-là, on l'appelait encore UPC, parce qu'il n'y avait pas encore d'autres UPC, parce qu'à ce moment-là, on tapait sur les doigts. Parce qu'on tape sur les doigts, plus personne ne se réclame de l'UPC. Mais quand on tape plus sur les doigts, alors là, on voit tout le monde s'en réclamer, et tout le monde dire, et tout le monde prétend détenir à ce moment-là le titre foncier. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, ils sont libérés au vu donc de cela également, parce que certains de leurs membres avaient participé aussi à cette réunion-là. Ils se disent, tant qu'à faire, donc, comme le Cameroun, dans la constitution camerounaise prévoit les moyens du multipartisme, donc nous, on va effectivement lancer donc une marche pour montrer à la face du Cameroun qu'un nouveau parti vient également se naître. Il s'ensuit donc une répression que, ironiquement, les Camerounais ont retenu en disant, bon, des morts par-dessus de piétinements. Piétinement. C'est assez drôle quand même. Il y a eu 5 morts. Piétiner, c'est ce qu'on a dit. Pour se moquer de la répression qui était à l'époque. Et donc, comme le SIF naît, et puis se formalise avec les lois de décembre 1990 sur les libertés publiques, maintenant qui cadre cela, et donc se formalise, et le SIF est donc lancé. Nous nous retrouvons donc là en pleine ville morte dans les années 1991. Les années 1991, on a donc les villes mortes qui s'étalent sur 6 mois au Cameroun, et ces villes mortes là sont cassées par une pirouette politique du parti au pouvoir à l'époque, qui, au lieu donc de la conférence nationale souveraine que réclamaient les partis politiques à l'époque, sert plutôt la tripartite. Beaucoup donc de partis renoncent donc à la revendication de la conférence nationale souveraine, vont à la tripartite. Et quand ils vont à la tripartite, et manque de peau pour ces partis-là, ils se rendent compte qu'effectivement, le parti au pouvoir les a roulés dans la farine, c'est-à-dire a pris des belles résolutions, mais n'en applique pas. On leur a dit, ça, on vous l'avait bien prévenu et c'est très bien fait pour vous. On tombe donc aux élections de 1992. Effectivement, les partis politiques coalisent encore à nouveau.
dans un front qu'ils ont appelé à cette époque-là l'Union pour le changement. Oui. Qui, soit dit en passant, était une de nos conceptions et une de nos propositions. Donc c'est nous qui proposons Foundi, qui n'était pas notre membre, hein, qui était leader du SDF. C'est l'UPC Madame qui propose Foundi comme leader de l'opposition. Bien sûr. Et donc la candidature de Foundi est acceptée par les autres membres de l'opposition et même de son parti, parce que dans son parti, il n'avait pas encore été choisi comme candidat du SDF à l'élection présidentielle. Donc c'est un peu comme ça qu'on les prend un peu de coup. Donc Foundi est donc porté et l'Union pour le changement porte donc la candidature Foundi qui fait un bon score et les élections législatives arrivent. Le SDF décide donc de boycotter donc cette élection législative. Oui. Disant comme quoi, bon, comme elle contestait la victoire du président Biya à l'époque contre Foundi, et se disent donc que ça ne vaut donc pas la peine. Oui. Et c'est à ce moment-là que d'autres formations politiques comme l'UNDP et autres rentrent en force au niveau donc du Parlement. Mais les élections législatives qui suivent, qui suivent peu après, le SDF se présente et devient donc alors cette principale force donc de l'opposition, parce qu'en nombre de députés, elle n'en avait plus que d'autres. Oui. Mais il se trouve donc à mi-parcours, disons 1996 jusqu'à très récemment, le SDF a un article dans son règlement intérieur qu'on appelle très souvent le 8.2, je crois que ça doit être quelque chose comme ça, qui effectivement donne la latitude au chef du parti d'exclure des personnes qui apparemment soit s'écartent de la ligne ou contestent un peu trop. Bien sûr, on en parlera. Au fur et à mesure donc, que ça s'appliquait, l'hémorragie des cartes a commencé à se manifester. On y reviendra. Et peu de temps, les gens n'ont pas su. Et le coup, je peux dire le coup fatal qui est arrivé, bon, c'est un peu avec la dernière élection présidentielle-ci. Oui. C'est là on a constaté qu'effectivement, le SDF était déjà au bout de ses forces parce que la plupart de ses cadres étaient déjà partis et un bon nombre de ceux qui en restaient ont replié, ont rallié le MRC. Oui. Et donc, à cette dernière élection, on a vu très peu donc, de cadres du SDF, même membres du Parlement ou du Sénat, très peu ont mouillé le maillot, même pour leur propre candidat. Très peu. Ils l'ont d'ailleurs beaucoup critiqué. Vous parlez notamment du candidat Joshua aussi, qui était donc le candidat de ce parti à la récente élection présidentielle. Sylvain, donc, voilà ainsi tracé l'historique. Comment est-ce que vous percevez, vous, la trajectoire de ce parti de 1992, date où le parti a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle? Comment est-ce que vous jugez sa trajectoire de 1992 jusqu'à 2019 aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur l'environnement d'effervescence politique dont parlait M. Aoumou, pour dire globalement que je suis d'accord avec lui lorsqu'il donne la prééminence aux forces endogènes qui ont impulsé un changement. Mais il faut revenir sur l'environnement global pour montrer comment l'interne s'est rencontré avec l'externe pour donner cette effervescence dont il a parlé. Oui. Il faut dire que depuis 1947, la scène internationale était marquée par ce que Paul Ricoeur appelle un événement monstre, c'est-à-dire la guerre froide. Oui. La guerre froide dans laquelle s'affrontaient les États-Unis qui dirigeaient le camp capitaliste et l'Union soviétique qui dirigeait le camp communiste. Mais à la fin des années 80 et au début des années 90, il y aura pratiquement l'effondrement de l'URSS. Cet effondrement va provoquer la chute du mur de Berlin et la libération des puissances qui étaient jadis sous le bloc de l'URSS, qui vont se réclamer désormais des démocraties populaires. Dans la même logique, on a également le discours de la Baule, qui a un impact certain, surtout pour les pays francophones d'Afrique. Parce qu'au cours de ce discours, le président François Mitterrand va conditionner l'octroi de l'aide à la pratique de la démocratie. Oui. Et tous ces éléments font que les forces endogènes qui luttaient déjà pour le changement vont être galvanisées. Donc il y a un coup d'accélérateur qui va venir de l'extérieur et qui va davantage durcir la lutte pour la conquête de la démocratie.
En ce qui concerne principalement votre question, comment percevoir, comment analyser la trajectoire du Social Democratic Front? Je suis d'accord avec vous dans votre introduction lorsque vous disiez que le SDF est né dans la douleur, notamment en référence aux morts du 26 mai 1990. Oui. À mon sens, je pense que le SDF a ressuscité toutes les luttes qui ont eu cours au Cameroun à partir de 1948, du 10 avril 1948. Parce qu'en réalité, le Cameroun est l'un de ces pays où ceux qui ont combattu le colon ne sont pas arrivés au pouvoir. Et la guerre de libération puis la guerre civile n'ont pas apporté l'effet escompté. C'est pourquoi dans les années 90, lorsque John Fungi lance son mouvement politique, bon, il n'était pas seul, les populations se rallient derrière lui pour justement impulser ce changement. Mais au fil du temps, le SDF va commettre un certain nombre d'erreurs. Monsieur Aoumou a parlé des cadres qui ont quitté ce parti pour rejoindre d'autres. Oui. Mais il y a également le fait qu'au début des années 2010, le chairman du SDF va devenir un partenaire du président Biya. Et au sein de l'opinion publique, on perçoit mal que quelqu'un qui a été jusqu'ici votre adversaire, un adversaire farouche, devienne du jour au lendemain votre allié. Donc l'opinion publique ne perçoit toujours pas ça comme tel et n'arrive pas à comprendre qu'en réalité la politique c'est un jeu. Donc je pense que cette erreur du chairman lui a coûté la popularité dont il bénéficiait auprès des masses populaires. Voilà, Aristide Mono, le Social Democratic Front, qui est un parti qui s'est quand même caractérisé dès ses débuts par une certaine dureté du ton quant aux revendications qu'il portait, est devenu avec le fil du temps un partenaire du parti au pouvoir, comme le disait Sylvain tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Et si oui, est-ce que c'est cela qui aurait peut-être conduit à l'éventuel déclin du principal parti de l'opposition à ce jour? Je vais partager approximativement ce qui est dit au sujet des connivences entre le régime au pouvoir et le Social Democratic Front. Oui. Et là, je prendrai à témoin les sénatoriales de 2013 où le RDPC, de façon voulue et flagrante d'ailleurs, voulue et flagrante, a essayé d'apporter un coup au Social Democratic Front en décidant d'une manière insidieuse de ne pas compétir dans la région de l'Ouest et la région de la Damawa, ce qui a donc permis au Social Democratic Front de glaner 14 sénateurs et pouvoir en fait légitimer la démocratie au niveau de la Chambre du Parlement. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'opinion, désormais, au-delà de ceux qui avaient bénéficié du décret du président de la République dans la liste des craintes, il fallait démontrer qu'effectivement le Cameroun est une démocratie, qu'il y ait quand même des contestations et que la Chambre haute n'est pas monocolore. Ouais. Donc sur ce point, je pense qu'il y a des soupçons de connivence qui sont légitimes et qui doivent aujourd'hui coûter et qui ont coûté cher au Social Democratic Front. Et en plus de cela, il y a cette politique de un pied devant, un pied derrière. On se souvient lors de la mise sur pied de Elecam, le Social Democratic Front, à travers son chairman, a eu à lancer une initiative de machette en disant que si les choses ne sont pas revues telles que cela devrait être, il y aura des clashs. Mais curieusement, on a vu une image où le président du Social Democratic Front sortait de Elecam en disant que bon, il a été compris. Or, dans le fond, il n'y avait pas eu un changement fondamental. Oui. Mais je me dis, cela ne doit pas en fait
battre en brèche tout ce qui a été fait par le Social Democratic Front dans le processus de démocratisation de notre pays. À partir de 1990, ce qui a été dit tout à l'heure par les co-panélistes, je le partage totalement. Le Social Democratic Front et d'autres forces ont eu à pousser la libéralisation du champ politique camerounais qui était marqué à l'époque par un certain autoritarisme tenu par le RDPC, malgré le fait que la constitution de 1972 soit une constitution qui consacrait le multipartisme. Donc le Social Democratic Front va poser des jalons avec d'autres formations au retour au les jalons du retour au multipartisme et les jalons de la libéralisation du champ politique camerounais avec les lois de 1990 qui vont donc permettre à certains acteurs de pouvoir s'exprimer hors des cadres partisans fait de l'appareil politique, c'est-à-dire la société civile. Donc je pense que sur ce point, il y a à saluer le Social Democratic Front. Si on essaye d'aller 2 ans après, on va se rendre compte que les fruits escomptés ont été observés avec ces 35,9% obtenus lors de la présidentielle du 11 novembre, je pense, 1992. Contre 38% pour le Rassemblement démocratique. C'est-à-dire qu'il y avait eu match, il y avait eu équilibre de force, il y avait eu également concurrence. Oui. Et on a également vu le Social Democratic Front dans la parlementarisation en fait du paysage politique camerounais. À l'époque, on avait des chambres monocolores, on avait une chambre monocolore, le Parlement. Alors, avec l'arrivée du Social Democratic Front et ses différents groupes parlementaires, on a vu quand même des débats prendre corps au sein de l'hémicycle, même si aujourd'hui on peut regretter que cela a été un coup d'épée dans l'eau parce que cela n'a pas en fait bousculé fondamentalement les pratiques routinières de la période autoritaire. Maintenant, s'il faut jeter un regard critique sur ce qui a été fait au-delà des soupçons de connivence dont nous venons d'évoquer tout à l'heure, il faut dire que le Social Democratic Front a péché par des dérives autoritaires à la tête du regroupement politique avec cette tendance à l'éternité du leadership de Nidjon Fundi qui est resté jusqu'à aujourd'hui le leader tout en essayant d'émasculer cela qui pouvait porter atteinte à sa notoriété et à son autorité à la tête du parti. Je vais prendre le cas de M. Djiboulé. Monsieur Djiboulé qui avait été assassiné ici à Yaoundé par certains goulacres qui étaient arrivés en plein jour et tapaient les gourdins sur monsieur Djiboulé. En 2006, il était en train de préparer un congrès alternatif à celui de Bamenda et cela n'avait donc pas plu à certains cadres. Nous sommes loin d'affirmer si monsieur Nidjon Fundi était derrière cet événement, mais ce qu'on sait, c'est que ça a eu lieu dans un contexte où il y avait remise en cause en tout cas du leadership de M. Nidjon Fundi. Et je pense que ces dérives autoritaires qui ont été donc cautionnées par le 8-2 qui a fait en sorte qu'à un moment donné que le Social Democratic Front se retrouve totalement mutilé. Beaucoup de cadres ont quitté ce parti. On peut citer Edith Kawala, on peut citer Tajosa Songani, on peut citer Bernard Mouna, autant de têtes qui auraient pu apporter qui auraient pu apporter un souffle Social Democratic Front. Il y a également le fait que le parti n'a pas compris qu'en 1992, c'était toute une masse, c'était toute une coordination, c'était toute une union qui avait porté M. Nidjon Fundi, non le Social Democratic Front. Donc, avec le temps, il fallait maintenant construire les bases d'un parti politique réel, avec des forces réelles et une occupation territoriale réelle. Or, jusqu'ici, on est resté dans le fantasme pur et simple des épopées de 1992 et on n'a pas su procéder à cet aggiornamento, à cette remise en cause, introspection, puis peut-être réforme
profonde. On a essayé avec Joshua aussi, en le présentant comme candidat à la dernière présidentielle, mais j'avoue qu'il n'avait pas assez de ressources pour pouvoir porter le flambeau, pour pouvoir porter la casquette de Ni John Fundi. Oui, on en parlera. Jean Aturaoumou, Bernard Mouna, l'un des transfuges du Social Democratic Front, affirmait que cette formation vivait dans la dérive dictatoriale de son chef, ce qui aurait donc entraîné le départ de plusieurs figures de pro de ce parti politique. Ni John Fundi, parfois accusé de dérive totalitaire, qui aurait donc provoqué un immobilisme du leadership. Est-ce que cela, d'après vous, est ce qui aura été préjudiciable pour ce parti politique qui, désormais, aujourd'hui, n'est que l'ombre de ce qu'il a été dans le passé? C'est l'une des principales causes de sa faiblesse actuelle. Oui. Nous avons évoqué effectivement cet article, le 8.2, qui a fait en sorte que le SIF souffre d'une forte hémorragie de cadres qui, pour des raisons justifiées ou insuffisamment justifiées, remettait en question soit le leadership de Ni John Fundi, soit même la ligne politique du SIF, et était tranquillement viré par cet article-là. Vous avez parlé de Bernard Mouna, vous avez Sadou Madadi, vous avez parlé de Com. Ils sont nombreux, de Tapeti qui sont partis, etc. Issa Bakari notamment. Oui, ils sont Charlie Gabriel Mbok aussi. Oui, ils sont partis. Donc c'était dans cette hémorragie de cadres là et des militants aussi. Oui. Parce que très souvent, c'est les cadres emblématiques qu'on voit, mais on oublie aussi que derrière eux, ils traînent aussi des militants. Donc voilà une des premières causes. La deuxième cause, effectivement, il y avait cette faiblesse organisationnelle, qui n'est pas seulement le propre du SIF. Cette faiblesse organisationnelle est le propre de presque tous les partis d'opposition. L'opposition, d'abord en elle-même, parce que très peu ont une vision du fait qu'il faut irradier le territoire national, mais aussi du fait qu'on ne peut pas exclure un bon nombre de cadres de la préfectorale véreux et carriéristes qui font du surzèle, en empêchant par exemple divers partis politiques de pouvoir s'étendre hors de la sphère régionale ou ethnique de leur leader. Donc ça également aussi, ça rentre dans ces faiblesses-là. Donc il y a une autre donne, effectivement. Je vous ai dit tantôt qu'en 1992, c'est l'ensemble des partis d'opposition qui avaient porté la candidature de Fundi. Oui. Or, une fois que Fundi, ayant eu cet aura, lui-même et son parti ont pris la grosse tête. On donc cru qu'en réalité, lui-même, c'est en tant que lui, Fundi, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et le SIF pensait que c'est effectivement, parce que lui, c'est le SIF, donc en tant que force unique, alors se disant, c'est aux autres maintenant, forces politiques de l'opposition, d'aller pratiquement faire une sorte de pèlerinage auprès de Fundi pour pouvoir maintenant faire un front de l'opposition. Et que, en fait, si on veut même mettre sur pied un front d'opposition, il faudrait que cela soit une initiative du SIF et donc de Fundi. Je prends cette image, ce sont des cours d'eau qui viennent se jeter à la mer. Oui, c'est effectivement ce qu'ils avaient eu à dire. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une calomnie. C'est ce qu'effectivement ils ont eu à dire. Et ça, donc, également, donc ça, voyons que quand on fait donc la somme de ces différentes faiblesses, on n'est donc pas étonné de ce qui est arrivé, ces dernières années-ci, ou il y a que ces derniers mois. Et on a donc, avec maintenant l'avènement du MRC et notamment du leader du MRC. Donc, les quelques cadres qui y restaient, qui se sentaient déjà de plus en plus à l'étroit, parce qu'il faut aussi noter des bagarres mi-figue, mi-raisin, qui avaient derrière des colorations politiques, il y avait aussi des colorations claniques et ethniques. Qui était aussi derrière, et cela était de plus en plus à l'étroit. Et donc, une fois maintenant que le leader du MRC est monté en puissance,
ceux qui étaient restés à Détroit, effectivement, sont partis. Ceux qui y sont restés ont commencé à faire double jeu. On a noté à la dernière élection présidentielle qui, 10 ans du bout des lèvres, soutenir leur candidat à l'élection présidentielle, mais en réalité, travailler pour un autre candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de qui, par exemple? Par exemple, on peut noter par exemple, le cas de Nietzsche, qui faisait beaucoup plus de revendications concernant le leader du MRC et moins de revendications concernant son propre leader et son propre parti. D'autres membres même du SDF et cadres qui sont au Parlement et qui sont au Sénat, pratiquement étaient invisibles, inaudibles pendant l'élection présidentielle. Hein. Bien sûr. Donc, on voit donc à ce niveau-là, c'est parce que ça traduit un réel malaise profond qui est en train de traverser le SDF aujourd'hui et qui effectivement reflète aussi l'état de faiblesse politique et organisationnelle du SDF à l'heure actuelle. Voilà, merci. Sylvain Don, à la dernière élection présidentielle d'octobre 2018, le candidat du SDF, Joshua Aussi, est arrivé 4e avec moins de 3%. Il faut le dire. Pourtant, ce dernier était quand même arrivé avec une rupture franche avec ce qui était dit au sein du SDF dans le passé, notamment le Bia Mosgo. Ce discours n'a pas été prôné justement par Joshua Aussi, lui qui est venu avec de nouvelles réformes, notamment la fermeture de l'ENAM, la multiplication du SMIC par 5, mais pourtant, pour un score aussi piètre, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? En réalité, je pense que c'est vrai, Joshua Aussi est venu avec un certain nombre de réformes qu'il a présentées dans son projet de société et il semblait être l'homme idéal pour conduire les destinées du Cameroun. Mais il avait en face de lui des candidats tout aussi coriaces qui avaient la carrure et sur lesquels les Camerounais avaient beaucoup misé et qui avaient fait un travail énorme. Je prends l'exemple du candidat du Parti Univers, Cabral Libi, qui avait amassé derrière lui un certain nombre d'électeurs, qui avait vraiment fait un travail de fond et qui était allé au fond des villages pour sensibiliser sur sa candidature, pour sensibiliser sur son projet de société. Et je n'étais pas surpris lorsqu'il est par exemple passé devant le SDF et derrière le MSC. On peut aussi noter que dans cette veine, on a eu le candidat du MSC qui également était une personnalité charismatique qui a porté un projet de société qui était aussi tout aussi éloquent et pertinent comme celui de Joshua Aussi. Mais pourquoi chez Joshua Aussi la formule n'a pas marché? C'est justement ce qu'on veut comprendre. Justement, la formule n'a pas marché. Est-ce qu'il n'avait pas le charisme de Maurice Kamto, par exemple? Bien évidemment. Si on ou alors est-ce que les réformes qu'il portait n'étaient pas du goût des Camerounais? Il faut aussi noter que nous avions, pendant les périodes précédentes, le SDF, s'il n'était pas un parti régional, avait un grand nombre d'électeurs qui provenaient des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Justement. Or, à cette période, on savait que la situation politique préoccupante dans ces localités ne permettait pas à ces électeurs d'élire convenablement. Donc, voilà le premier handicap. Et si on ajoute à cela l'idiosyncrasie, c'est-à-dire les capacités, les aptitudes personnelles des candidats, notamment ceux dont j'ai fait allusion, on comprend que Joshua Aussi ne pouvait pas porter, ou alors ne pouvait pas réussir devant, par exemple, le professeur Maurice Kamto, ou alors Cabral Libi, sans parler de la mastodonte et toute la machinerie politique du RDPC. Oui, alors Aristide Monod, il y a notamment ces troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'on qualifie comme étant le fief électoral du Social Democratic Front dans ces régions, notant que seulement 5% des électeurs ont pu voter dans le nord-ouest et 15% dans la région du sud-ouest. Est-ce que cela pourrait être une explication, un justificatif de la débâcle du SDF à cette élection présidentielle?
Alors, Cédric, vous allez d'abord me permettre de m'acquitter d'un devoir moral. C'est lui d'essayer d'équilibrer ce qui est dit sur le plateau, étant donné que nous n'avons pas là jusqu'ici le représentant du social-démocratique. Voilà, je rappelle quand même que nous l'avons convié. Nous avons convié un représentant du social-démocratique. C'est pour cela que j'ai précisé jusqu'ici, il n'est pas toujours là. Allons-y. Alors, en attendant, j'aimerais dire qu'on ne va pas jeter l'anathème sur le social-démocratique front sans toutefois prendre en considération le champ dans lequel se joue en fait le jeu concurrentiel dans notre pays, c'est-à-dire le jeu politique. Oui. Il faut rappeler que l'environnement dans lequel, que ce soit dans le paramétrage normatif avec les différentes lois qui sont mises en œuvre, qui ont été votées, promulguées et qui encadrent le jeu électoral au Cameroun, que ce soit la distribution, l'allocation des ressources entre les différentes formations partisanes, il y a un sérieux souci d'asymétrie. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme si le Social Democratic Front évoluait dans un environnement totalement démocratique. Donc je pense que dès le départ et jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des actes d'obstruction qui ont été élaboré par le pouvoir en place pour empêcher toute concurrence électorale et détruire d'ailleurs les gènes de toute concurrence. Le Social Democratic Front a souffert déjà dès sa création avec ces morts qui ont été évoquées donc tout à l'heure, donc c'était une création par césarienne. Oui. On sait également que lors des élections de 1992, beaucoup de choses ont été faites en termes d'intimidation de ceux-là qui pouvait porter M. Nidjon Fundi au pouvoir, dont il n'était pas évident d'être opposant cette année-là. Oui. On sait également qu'après 1992, avant même 1992, il y a eu la tripartite qui avait pour but de poser les jalons d'une nouvelle république. Mais vous allez vous rendre compte que la constitution de 1996 n'est pas d'ailleurs une constitution. C'est tout simplement un réajustement de la constitution de 1972. Donc il n'y a pas eu une nouvelle constitution comme cela était demandé par les forces oppositionnelles en place. Donc lorsque vous regardez en fait cette constitution, il y a des dispositions qui clôturent d'avance une élection, qui font gagner d'avance l'élection au parti au pouvoir. Si vous prenez également le code électoral, vous allez vous rendre compte que ce sont des éléments qui ont empêché quand même l'éclosion du Social Democratic Front au niveau des législatives avec le nouveau découpage qui a été fait par le parti au pouvoir, qui est en fait favorable au fief du parti au pouvoir. Si vous essayez de voir les proportions, donc ce qui a été alloué en termes de sièges dans les différentes régions, vous allez vous rendre compte que la région du Sud, qui est un bastion du RDPC, se retrouve avec plus de députés. Entre-temps, on essayait. Il y a également cette institutionnalisation on les appelle comment, ceux qui sont à la tête des communautés urbaines, des délégués du gouvernement qui sont venus absorber en fait les maires qui sont plutôt des élus. Donc cela a fait en sorte qu'à un moment donné il y a eu j'allais dire toute une frustration. Et il y a également le système clientéliste qui a causé un tort énorme au Social Democratic Front. Il y a toute l'opposition naissante de 1990. Vous savez, dans le système clientéliste, ne peut avoir accès à la ressource administrative ou politique que c'est lui qui adhère au pouvoir. Cela a donc permis au RDPC de mutiler davantage l'opposition. Avec aujourd'hui, vous avez certains cadres de l'opposition qui se retrouvent aujourd'hui à la mangeoire parce qu'ils se sont rendus compte que pour avoir accès à la ressource, pour avoir accès à la mangeoire, il faut à tout prix s'allier au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez le cas de M. Issa Chiroma, vous avez le dernier candidat, c'est lui de M. Momo. Donc, on ne va pas dire que ce qui s'est passé autour de la dégringolade du Social Democratic Front dépend uniquement des facteurs endogènes. Il y a également des facteurs
exogènes qu'il faut considérer. Maintenant, alors, restons... pour donc revenir sur votre question en parlant donc de l'impact de la crise anglophone sur le résultat de M. Joshua aussi, je pense que c'est une variable très très pertinente et il y a M. Sylvain donc qui révélait tout à l'heure le fait que même s'il n'y a pas de façon officielle une certaine allégeance à l'anglophonisation du Social Democratic Front, mais de façon un peu implicite, on peut lire les relents d'anglophonisation du Social Democratic Front. Vous avez par exemple la langue qui a été choisie par M. Nidjon Frunti. Pour quelqu'un qui veut faire autrement, je pense que M. Nidjon Frunti devait sortir du schéma du président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est resté presque francophone. Donc Nidjon Frunti s'est positionné comme anglophone, il ne s'exprime qu'en anglais et pourtant lui il est dans une logique de séduction. Il devait faire des efforts depuis 1990 de séduire à travers ces petits symboles. Pas que la langue va apporter quelque chose de fondamental dans la captation des électeurs, des voix, mais je pense que cela aurait pu apporter quand même un petit souffle dans la désanglophonisation du Social Democratic Front. Donc, pour dire que M. Nidjon, que le SDF n'a pas eu droit à son fief, n'a pas bénéficié, disons, des voix de son fief. Et maintenant, avec la montée de Mekra Keremouna, et aujourd'hui, ce que nous avons comme la nouvelle élite anglophone, Akboba, La Fontaine, Neba et Ocre, est-ce que Nidjon Frunti, est-ce que Joshua aussi allait s'en sortir dans le nord-ouest et le sud-ouest? Parce que rien ne nous prouve aujourd'hui que le Social Democratic Front a encore une emprise dans ces régions dites anglophones. Donc je pense qu'il faut un peu modérer. On peut dire oui, on peut dire non. Oui, j'aimerais vous poser la question. Restons sur le terrain de l'opposition. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, on peut encore affirmer, Urbi et Orbi, que le SDF tient véritablement les rênes de l'opposition au Cameroun? Je pense que si on passe en prenant en compte effectivement les dernières consultations électorales. Si on part sur la base, part sur la base des différentes représentations, que ce soit dans les mairies, que ce soit dans les deux chambres du Parlement, je pense qu'il n'y a pas de confusion à faire. Le principal parti d'opposition aujourd'hui au Cameroun demeure le Social Democratic Front. Maintenant, le principal opposant au Cameroun est M. Maurice Kamto. C'est lui qui est le principal opposant. Mais le principal parti d'opposition, c'est le SDF. On attend de voir ce que le MRC pourra faire aux prochaines consultations électorales régionales, municipales et législatives notamment. Pour donc voir si effectivement le MRC peut porter la voix de toute l'opposition. Mais pour le moment, le principal parti de l'opposition, c'est le Social Democratic Front. Voilà, on fait un dernier tour de table pour justement faire quelques propositions. Comment est-ce qu'on peut, le SDF peut-il se retrouver au devant de la scène politique aujourd'hui, malgré cette élection présidentielle quelque peu ratée? Jean Aturaoumo, au lendemain de l'élection présidentielle, Joshua aussi a été très critiqué, notamment même au sein de son parti. Vous parliez tout à l'heure du sénateur Jean Tsomelou qui a d'ailleurs avait affirmé que Joshua aussi n'était pas très présent sur la scène politique, ce qui a clairement divisé le parti aujourd'hui. Au vu de la reconfiguration de la scène politique, l'apparition de nouveaux partis comme le SDF, Univers et bien sûr le parti de Cabral Libi, comment est-ce que le SDF peut-il se relancer au vu de cette nouvelle reconfiguration? Oui, au vu de cette nouvelle configuration, je dirais très très rapidement quelques petits ajouts à ce que vient de dire mon frère tantôt. Le SDF aurait pu nous faire engranger davantage un bon nombre de choses dans sa période de gloire, mais n'a pas voulu. Il n'y a pas une volonté politique. Par exemple, lorsque nous parlons de l'ECAM, il y avait des bagarres et des concertations sur l'opposition pour qu'on se mette ensemble pour revendiquer un vrai code électoral démocratique. Et c'est donc là, effectivement, il sortait toujours très souvent cette allégorie fumeuse des petits ruisseaux qui vont vers le fleuve et non le contraire.
Et on ne les voyait pas agir. On ne les voyait pas agir. Donc là-dessus, ils n'ont qu'à s'en plaindre pour eux-mêmes. Parce qu'au sein de l'opposition, ils auraient pu. Parce que imaginez-vous un SIF à l'époque qui acceptait se mettre de l'avant, dit je revendique un code électoral démocratique, et avec autant de députés et de sénateurs ayant à la tête et suivi par d'autres partis d'opposition. Si au Cameroun aujourd'hui, on a un code électoral relativement consensuel à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'il y a un véritable poids, Jean Atura Oumou? Le point, je dis au moment où le SIF pouvait le faire. D'accord, d'accord. Donc c'était pour apporter un peu d'eau à mon frère dans son moulin. C'est pas pour dire que ce qu'il disait était faux, c'était justement un petit ajout. Oui. Donc pour l'instant, le SIF a beaucoup à se battre. Et moi, je pourrais suggérer à certains cadres parlementaires et sénateurs du SIF vraiment d'avoir un profil très bas. Et de ne même pas du tout oser se lever et critiquer. Parce qu'on a vu le caractère, on a vu leur attitude extrêmement pitoyable. Qui, dans un parti sérieux, on appelle ça des attitudes anti-parti. Donc, devrait avoir un profil vraiment très très bas. Vis-à-vis de Joshua aussi. Oui. Et le SIF, effectivement, doit se redéployer. Non sur les 10 régions du Cameroun. Et ne plus se contenter d'être simplement d'être au nord-ouest ou au sud-ouest. Et son ambiguïté, et c'est là où j'en profite également pour quand même dire un petit mot là-dessus. Vous savez qu'il y a quelques jours, quand même, les sécessionnistes ont eu à attaquer plusieurs centres d'examen à Bamenda et dans diverses localités pour empêcher les enfants là-bas de passer leur examen. Et on note quand même un silence assourdissant du SIF par rapport à cela. Et un silence assourdissant aussi de ceux qui, effectivement, nous rabâchent les oreilles chaque matin des droits de l'homme qui seraient violés par les forces de défense de sécurité. Ça, c'est une parenthèse. Pour dire donc qu'il y a les échéances qui arrivent et le SIF doit effectivement très bien se préparer pour pouvoir être le principal parti de l'opposition. Parce que s'il ne se prépare pas alors là, même cette posture-là, de principal parti d'opposition, il risquerait la perte. La lutte n'est pas à glaner plus de voix que le RDPC, mais à rester leader de l'opposition, tout simplement. C'est ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu du fait que le code électoral, qui est la clé de voûte de toute élection et de toute alternance, compte tenu du fait que ce code électoral-là, à l'heure actuelle, et ELECAM, à l'heure actuelle, qui n'est pas encore un organe indépendant de gestion électorale. Compte tenu donc que ces deux éléments-là, qui sont des éléments importants pour toute élection, ne sont pas encore modifiés dans un sens démocratique et consensuel entre le parti au pouvoir et les forces d'opposition. Nous disons que si on lance des élections dans deux semaines ou dans 2 mois, tout de suite, à l'état des choses telles qu'ils sont là, nous ne faisons pas d'illusions. On ne se fait pas d'illusions. Donc, et comme donc je sais que le SIF participera à ces élections-là, si l'état des choses change ou ne change pas, c'est pour ça que je le disais que parlant donc du SIF, il vaudrait mieux qu'il se prépare donc davantage à mouiller sérieusement le maillot pour préserver ne serait-ce que son statut de principal parti de l'opposition à l'heure actuelle. Voilà. Sylvain, donc, comment est-ce qu'on rebondit sur la scène politique en voyant son bastion électoral pratiquement déchiqueté par les tensions qui se vivent aujourd'hui dans ces deux parties du pays? Je parlais notamment de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps pour le chairman du parti de passer le flambeau à une nouvelle génération qui viendra impulser une dynamique nouvelle qui, on ne sait peut-être pas, pourra plaire aux Camerounais? Je pense que le chairman a conscience de la dégringolade de son parti politique. Si on s'en tient au dernier mouvement qu'il a eu, notamment dans ces régions, on peut déduire du fait qu'il veut se relancer, se positionner notamment dans les débats et les discussions qui auront au sujet de la résolution de la crise anglophone. À mon sens, il me semble que
SDF doit travailler sur 2 leviers. Le premier levier, c'est un levier interne et le second, c'est un levier externe. Oui. Concernant le levier interne, tout au long du débat, on a fait mention du fait que beaucoup de gens qui avaient cru au SDF sont partis. Il y a eu beaucoup de militants et de cadres qui ont laissé la barque pour aller rejoindre d'autres mouvements politiques. Oui. Donc, il me semble que le SDF doit travailler à conserver ses militants, en tout cas ceux qui sont encore accrochés à son discours. Et vous parlez de la relève. Il me semble que le SDF a fait un premier pas en présentant, c'était pas facile pour que le chairman lègue la place à Joshua Oshie, du moins pour ce qui concerne les présidentielles. Oui. Donc il faudrait que le SDF continue dans cette lancée pour rajeunir à tous les niveaux, pour que les cadres du SDF aient une autre carrure, aient une autre posture. Et à ce qui concerne le levier externe, le SDF doit engager un débat franc avec les autres formations politiques pour faire des alliances. Or, jusqu'ici, le discours du SDF a été un discours condescendant. Oui. Je me rappelle des débats qui ont eu cours pendant la dernière élection sur la possibilité d'une candidature unique à l'élection présidentielle. Le candidat Cabral Libi, par exemple, on lui avait signifié que c'est à lui de s'allier derrière le SDF. En tant que nouveau venu. Oui, en tant que nouveau venu. Comme ils l'ont fait durant tout ce temps. Mais c'est ignorer le fait que lui, à cette période, détenait une sorte de légitimité populaire. Parce qu'il avait eu à travers son mouvement à colmater les brèches, à travailler. Et je pense que... Donc vous estimez que le SDF aurait dû, par exemple, se ranger derrière... Non, je ne dis pas qu'il aurait dû se ranger, mais je me dis que le débat aurait été autre. Pas un débat condescendant, mais un débat de partenaires. Je pense que si le SDF adopte un débat de partenaires, les partis en face le verraient moins menaçant pour eux-mêmes. Et cela va permettre de construire une coalition capable de faire beaucoup de choses pour les échéances futures. Merci. Alcide Mono, pour terminer, 30 secondes, un rajeunissement à la tête du Social Democratic Front se présente aujourd'hui comme peut-être l'une des alternatives pour voir rebondir ce parti. Est-ce que vous partagez cet avis? Très rapidement. C'est comme si vous avez lu dans mes idées. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'un parti comme le MRC est en train de miser sur sa jeunesse. Oui. Lorsque vous regardez les plateaux des week-ends aujourd'hui, ce sont des plateaux qui sont occupés par des jeunes et non des vieux de 1990, c'est-à-dire ceux qui sont totalement essoufflés, qui ont perdu en légitimité. Il faut donc créer une nouvelle légitimité en faisant la promotion de ces jeunes. Et la promotion de ces jeunes passe par la redynamisation des structures de base de ce parti, les étendre un peu partout. J'ai fait pratiquement 2 mois dans l'Escrime Nord, je n'ai pas rencontré vraiment une permanence du Social Democratic Front qui a été opérationnel et autre. Donc je pense, pour me résumer rapidement, qu'il faut rajeunir, il faut opposer à la nouvelle génération du MRC, du parti Univers ou alors du nouveau parti de Cabral Libi, les jeunes qui vont aussi démontrer que le Social Democratic Front a la capacité donc de se renouveler. Donc je pense que c'est sur ce point-là qu'il faut vraiment jouer. Et aussi, il faut que le Social Democratic Front soit modeste, fasse une introspection réelle, froide, pour essayer donc de se corriger. Mais je dis, si le Social Democratic Front essaie de redynamiser en fait ces structures de base, mais en avant les jeunes, je pense qu'ils pourront, que les militants de ce parti pourront égaliser le but qui leur a été filé par le MRC et le parti de Cabral Libi, en tout cas l'ancien parti de Cabral Libi. Voilà, merci beaucoup. On n'en dira pas plus sur cette question qui était donc sur notre table des débats. On prend directement le deuxième thème relatif justement à la journée mondiale de l'Afrique. Direction l'université panafricaine de Yaoundé 2 SOA. Le lieu a servi de cadre samedi 25 mai dernier à une conférence organisée pour la première fois au Cameroun par le mouvement des fédérations
fédéraliste panafricain. Plusieurs chercheurs reconnus dans le monde ont donc fait le déplacement, à la tête desquels le professeur Théophile Obenga. Question de brandir les atouts de la Fédération des États africains à partir de l'Afrique centrale. Je vous propose à ce sujet ce reportage qui porte la signature de Jean-Marie Kenfak. Et on se retrouve juste derrière pour la suite des échanges. Tout un monument de la science à l'amphithéâtre 250 de l'Université panafricaine de Soa. Ce samedi, les honneurs étaient présents dans la salle en guise d'hommage à ces intellos du continent qui ont fait le déplacement de la capitale politique camerounaise dans le but de partager des connaissances. Et les prêtres missionnaires blancs qui parlent Wondo, ils sont pas wondophones. Mais oui, mais pourquoi vous maîtrisez une langue étrangère, vous la connaissez, c'est à votre profit, vous en faites l'usage comme vous entendez. Vous n'êtes pas obligé d'être captif dans la captivité. Même en France, on ne sait pas qu'est-ce que la francophonie a bien voir. Quand ils battent campagne, personne ne parle de francophonie. On ne connaît pas ces choses-là. C'est francophonie, c'est comme... Bon, c'est vous quoi, c'est pas l'Hexagone, c'est vous. C'est nous qui sommes concernés par la francophonie. 4 années déjà que le mouvement fédéraliste panafricain existe et l'idée défendue reste la même, celle de réunir les nations afin de converger en bloc vers un développement de l'Afrique dans la paix et la sécurité. Nous revendiquons la souveraineté africaine. Nous revendiquons la reprise du contrôle de notre destinée. Nous revendiquons le gâteau, pas les miettes qui tombent du gâteau de l'exploitation de l'Afrique. Et ça, ce n'est pas possible si on n'est pas unis politiquement. Séparés, nous sommes faibles. Unis, le monde ne peut arrêter rien. Aujourd'hui, l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, le monde est menacé par des problèmes environnementaux. C'est seule l'unité africaine qui peut sauver l'humanité du danger environnemental que l'on est en train de subir. Diogène leur a dit « je cherche l'homme ». Et un siècle après Diogène est arrivé Protagoras qui a apporté la réponse à la problématique de Diogène en disant l'homme est la mesure de toutes choses. Donc il y a eu le Cheikh Anta Diop, il y a les éminences professeurs qui sont là. Et pour le jeune que je suis, partant du postulat selon lequel je suis l'héritier de ceux qui sont morts, l'associé de ceux qui vivent, la providence de ceux qui naîtront, je suis donc venu apporter la réponse claire, évidente et précise à la problématique de l'unité africaine. Sous le thème Fédération des États africains à partir de l'Afrique centrale, cette conférence historique de Yaoundé aura permis d'aborder lors des échanges un certain nombre de facteurs qui mettent en mal l'implémentation de cette politique d'unité. La fédération est un impératif parce que l'État-nation est le problème fondamental du blocage des enjeux fédéralistes. Quand vous faites la campagne électorale, vous avez ce qu'on appelle promesse électorale. Quelqu'un qui n'a pas promis dans son programme, de son mandat, de participer à la création des États-Unis d'Afrique, ne comptez pas sur lui pour le faire. Donc, il faut qu'accèdent au pouvoir ceux qui ont pour volonté de créer les États-Unis d'Afrique. Ce serait un suicide de vouloir garder ces petits micro-États qui n'ont pas de poids. Vous avez vu quand le président chinois a reçu les présidents africains, ils étaient comme assis sur les bancs de l'école. Et un président français peut réunir tous les présidents africains. Mais il faut arrêter de bêtises comme ça. Il faut un leadership politique nouveau. Il faut une génération politique nouvelle qui est habitée des idées de démocratie, des idéaux de justice, d'égalité, de protection des droits de l'homme, de conviction de ce que le bon fonctionnement des États doit reposer sur l'État de droit. C'est cette nouvelle génération qui est en réalité la nôtre, qui doit prendre le pouvoir aujourd'hui pour impulser cette dynamique-là. Toute chose est évolutive. Les dirigeants actuels peuvent sembler ne pas être tout à fait attentifs aux exigences de l'unification, mais en vérité, eux-mêmes sont déjà confrontés à toutes les difficultés d'une scène internationale dans laquelle les États africains apparaissent comme des États minuscules, des États lilliputiens face aux grandes puissances, aussi bien étatiques que marchandes, les multinationales qui existent dans l'ordre international actuel. Sur le panel, des universitaires et hommes politiques, entre autres, se sont succédés. Tous étaient unanimes sur un point. L'avenir de l'Afrique se trouve dans la fédération de ses États.
Voilà, merci à notre confrère Jean-Marie Quinfac pour ce reportage. Sylvain Don, je viens à vous à l'occasion de cette journée de l'Afrique célébrée le 25 mai de chaque année. Il s'était question de penser la fédération des États de l'Afrique en général à partir de l'Afrique centrale. On constate quand même que l'Afrique centrale en elle-même, du moins la sous-région, peine à s'intégrer véritablement au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Je voudrais vous demander, est-ce que ce n'est pas un peu utopique ce qui vient de se tenir avec ces intellectuels de renom que nous venons de voir? Peut-être qu'il faut que j'explique d'abord, parce que oui, cette thématique prête à confusion. Le 25 mai de chaque année a été consacré comme la journée internationale de l'Afrique, tout simplement parce que c'est au cours de cette journée, notamment le 25 mai 1963, qu'a été créée l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. Et lancer le mouvement panafricain, ou alors l'État fédéraliste africain à partir de l'Afrique centrale, ne fait pas référence au fait que c'est en Afrique centrale que cette dynamique va mieux s'enclencher, mais c'est en raison du lieu de la conférence. Parce que cette conférence se tenait à Yaoundé, qui est le siège des institutions politiques du Cameroun, qu'on a mis ce thème. Il ne s'agissait pas de faire référence aux dynamiques intégrationnistes qui marcheraient en Afrique centrale. En réalité, le mouvement panafricain, ou alors le panafricanisme, c'est un vieux, c'est une quête permanente. Je rappelle que c'est durant le 19e siècle que les populations d'ascendance africaine, notamment diasporiques, ont mis en place le mouvement panafricain qui avait pour objectif de rassembler les Africains et d'empêcher qu'ils fassent l'objet d'asservissement, qu'ils soient l'objet de toutes les humiliations et qu'ils aient un espace pour pouvoir s'unir et penser au destin de l'Afrique. Ce mouvement a évolué et il est devenu, à partir des années 1940, et je rappelle qu'à partir de 1919, on va organiser un ensemble de congrès panafricains, congrès 1919 à Paris, 1921, 1923 et le dernier en date en 1945, au cours duquel la figure marquante de Kwame Nkrumah et de Jomo Kenyatta, je pense, vont se révéler comme les figures jeunes qui vont porter le mouvement en Afrique. Et en 1947, donc, lorsque Kwame Nkrumah rentre en Afrique, il va consentir des efforts pour pouvoir faire accéder la Gold Coast à l'indépendance. Et il dira en mars 1957 que l'indépendance du Ghana n'a pas de sens si les autres États africains restaient sous le joug colonial. Donc c'est à partir de ce moment qu'il va enclencher un mouvement à partir de l'Afrique avec un certain nombre de congrès, le congrès des peuples africains, le congrès des États africains en 1958, et lui-même va vouloir matérialiser ce que Marcus Garvey avait appelé les États-Unis d'Afrique. C'est donc en 1963, date au cours de laquelle il écrit son principal ouvrage, Africa Must Unite, que le sommet de l'OUA, le fameux sommet, va se tenir et au cours duquel les thèses souverainistes vont prendre le dessus sur la conception panafricaine de Kwame Nkrumah, qui visait, qui avait un certain nombre de points sur le plan politique, la constitution des États-Unis d'Afrique, avec un gouvernement panafricain. Merci. En tout cas, on en parlera. Voilà, merci. On en parlera. Jean Aturaoumou, je reviens à vous. Le panafricanisme serait résolument une arlésienne, puisque le terme a été utilisé pour la première fois au 19e siècle. Aujourd'hui, le mouvement, la dynamique peine à prendre résolument corps. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Non, ceux qui disent que le mouvement peine à prendre corps sont en train de tordre le cou à l'histoire. Parce que le mouvement panafricaniste lui-même, il est né, comme le disait mon frère tantôt, au sein de la diaspora noire américaine. C'est-à-dire du nord au sud de l'Amérique.
Et ce mouvement a effectivement impulsé beaucoup de luttes de libération sur tout le continent américain, où les Noirs étaient à l'avant-garde de toutes ces bagarres-là. La fameuse guerre de sécession posait entre autres problèmes le problème de l'émancipation des Noirs. Ça, c'est très souvent ce que l'histoire officielle des États-Unis ne dit pas. Mais c'était l'un des problèmes cruciaux de cette bagarre de la sécession. Et tous les États de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, ont des fortes minorités noires, pour ne pas dire des fortes majorités noires, et qui ont contribué à l'émancipation de ces peuples. Mais ont simplement vu les minorités blanches à l'époque trahir les luttes. Et on a donc le sort que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ont aujourd'hui. Ça, c'est déjà des premiers acquis. Au moins, les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud ont pu s'émanciper, et les Noirs également aussi. Quoique il y ait eu des reculs dans cette émancipation. En Afrique. En Afrique également, ça a permis en sorte que la diaspora africaine qui étudiait en Europe puisse déjà au moins se retrouver. Puisse discuter ensemble des problèmes du continent africain. Fuir l'isolement. Et de voir qu'en réalité, tout le continent, chaque colonie africaine, d'où ils étaient originaires, où ils prétendaient, où ils pensaient que ce n'étaient que les problèmes qui ne concernaient que cette colonie-là, où ils étaient originaires. En réalité, les mêmes problèmes sont posés chez tous les autres. Et ça a donc ça a mené les uns les autres à avoir une stratégie commune de lutte de libération du continent africain. Alors, la vision panafricaniste vise notamment à unifier, au-delà de l'émancipation des Noirs, il y a également l'unification des Africains du continent, mais également ceux de la diaspora. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les États africains parlent tous d'une même voix? Non, mais il faut voir les étapes. Il faut voir d'où on est parti. Et dans quel contexte on évolue. Et c'est comme ça qu'on apprécie mieux notre mouvement. Parce que si on se met du côté de l'oppresseur, qui veut plutôt nous faire regarder notre propre mouvement selon sa vision, alors là, on va basculer effectivement dans l'afro-pessimisme. Allons-y très rapidement. Et ce qui a été effectivement un réel succès. Parce que quand Kwame arrive, effectivement, les Nyerere, les Jomo Kenyatta, qui avaient assisté à ces différents congrès panafricains à Londres, etc., impulsent les luttes dans leurs différents pays d'origine. Et c'est des luttes coordonnées. Ça a permis en sorte que ces différents, le mouvement de la colonisation, le mouvement de la décolonisation s'accélère. Et ça, c'est un très grand acquis. De 1945, on prend de 1945 à 1960, presque les 3/4 de l'Afrique sont décolonisés. Tout au moins les États africains ont des indépendances, ne serait-ce que nominales. C'est déjà ça, un très grand acquis. Bon. Maintenant, on aboutit. Quand on arrive en 1963 à Addis Abeba, mon frère a été très gentil en disant une thèse souverainiste contre les thèses panafricaines. Non, c'était des thèses néocoloniales. C'est les thèses néocoloniales qui ont triomphé à Addis Abeba. Ça, on le dit avec regret, mais il faut que bel et bien que les Africains le sachent. Parce que il y a eu un débat de 2 jours où il était question, les uns les autres défendaient parce qu'ils recevaient des instructions de Paris et de Londres. Et ils venaient et ils récitaient comme des perroquets ce que Londres et Paris leur avaient dicté. On va parler de tout et de rien, mais surtout et surtout pas ne pas voter une quelconque résolution qui parle de l'unité de l'Afrique. Au point où Kwame Nkrumah s'est retrouvé tout seul, il faut le dire, s'est retrouvé tout seul à Addis Abeba à proposer l'unification politique de l'Afrique. Et son livre qui apparaît était la suite du discours qu'il avait formulé et dont il a développé par la suite. Que l'Afrique doit s'unir. C'est là où il développait cette thèse disant comme quoi, si l'Afrique ne s'unit pas, alors là elle est condamnée à périr. Et l'Afrique doit s'unir pour être une puissance mondiale. Afin maintenant pour que n'importe quel noir qui vit dans n'importe quel pays soit respecté et il ne soit plus maltraité.
et que le continent africain a toutes les ressources humaines et naturelles pour pouvoir être cette puissance-là. Ce qui n'a pas été rendu possible. Ce qui, les autres pères, comme je vous dis bien, en recevant les directives de Paris, de Londres et de Washington, ont refusé de s'y plier. Voilà, il faut qu'on avance. On a vu la suite. La suite est donc que ça a commencé à piétiner. Les uns les autres ont donc voulu jouer la carte des États lilliputiens. On a toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, ça remonte encore en puissance sur le mouvement de l'unification du continent, l'unification politique du continent africain. C'est ce qui est, en parlant du panafricanisme. Effectivement, on se rend compte de plus en plus qu'il faut bel et bien que l'Afrique s'unisse politiquement. Parce qu'une fois que cette Afrique est unie politiquement, alors là, elle fera des bonds gigantesques dans que l'histoire n'a même pas encore connu. Voilà, merci. Et c'est ce qui est une nécessité, je peux dire, ce n'est même plus une nécessité, c'est une urgence vitale pour le continent africain. Parce que quand vous regardez par exemple les côtes maritimes de l'Afrique, les côtes maritimes africaines sont encadrées par des puissances étrangères. C'est-à-dire la flotte américaine, c'est la flotte américaine qui contrôle les côtes africaines. C'est-à-dire qu'à tout moment, les États-Unis peuvent faire un embargo sur tout le continent africain. On y reviendra. On ne bouge pas. On y reviendra. Quand vous regardez même l'espace terrestre, on est inondé des bases militaires étrangères qui ne nous protègent pas du tout. On n'a qu'à voir les luttes de Boko Haram, etc., de soi-disant terrorisme là. Ça ne nous protège rien. On nous dit que les drones, au début, on les vendait, on disait qu'avec les drones, même une aiguille, on allait voir les aiguilles. Mais curieusement, les troupes djihadistes se déplacent, les drones n'arrivent pas à les voir. Ça, c'est au niveau terrestre. Au niveau même aérien, c'est la même chose. On peut contrôler le continent africain à travers des satellites et même des avions renifleurs. Les Africains n'ont aucune possibilité de le faire. D'où la nécessité. Je vous reviens tout à l'heure. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour que vous puissiez bien sûr dérouler. Mais permettez également à Aristide Mono de s'exprimer sur la question. Aristide, quelle peut être aujourd'hui l'urgence pour les Africains de s'unir dans un contexte, on parlait tout à l'heure de la montée des populistes, il y a le Brexit aussi, cela participe quelque peu de la désunion qui prévaut même au niveau du continent européen. Pourquoi est-il urgent aujourd'hui pour les Africains de s'unir? Alors, je ne sais pas si je partage la thèse de l'urgence d'une certaine unité africaine. Oui. Je préfère plutôt parler de la prise de conscience des Africains. En suivant le reportage tout à l'heure, j'ai écouté les différentes interventions. À un moment donné, je me suis dit, on est dans un régime d'incantation. Et ce régime d'incantation, ce ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. On a posé les bases de l'Union africaine avec pour objectif d'arriver aux États-Unis d'Afrique qui devait donc donner corps à cette communauté africaine. Malheureusement, on se rend compte que cela est en fait énoncé comme des simples prédicats. Donc on ne donne pas corps aux propos, on ne donne pas corps aux incantations, on reste tout simplement dans cette revendication angélique d'un certain africanisme ou panafricanisme. Et pourtant, il faut démontrer qu'on est souverain, qu'on peut être souverain, qu'on peut être autonome. Je vais prendre le cas de Muammar Kadhafi avec l'Union africaine. Aujourd'hui, je pense que Sylvain Don est là, il est un internationaliste, il peut nous dire à combien les Africains contribuent pour la bonne marche de l'Union africaine. Qui a construit le siège de l'Union africaine? Qui finance l'Union africaine? Je pense que les cotisations africaines ne dépassent pas les 30%, c'est plutôt les autres qui financent nos instruments de souveraineté. Ça veut dire qu'on veut être souverain, on veut se départir en fait d'un certain jour, mais curieusement, on prend l'argent du bourreau et on fonctionne avec. Donc, vous pouvez prendre le cas de Kadhafi. Lorsque l'OTAN décide de venir bombarder, on sait bel et bien quels sont les sacrifices qui ont été
consenti par Kadhafi, même si c'était dans des buts hégémoniques. Il est quand même clair que Kadhafi a apporté un plus dans l'autonomisation de l'Afrique, en tout cas dans le processus d'autonomisation de l'Afrique. Lorsqu'il fallait voter cette résolution, le Gabon était là, il y avait l'Afrique du Sud qui est l'une des puissances en fait africaines. Il y avait le Nigeria qui était membre non permanent du Conseil de sécurité, mais qui ont curieusement voté pour qu'on vienne bombarder donc Kadhafi, tout simplement parce que les uns et les autres étaient en train de lorgner une place de membre permanent du Conseil de sécurité. Donc lorsque vous regardez, en fait, lorsque vous observez cette conjugaison de trahison, de crise, d'irresponsabilité d'un bon nombre de leaders africains, M. Abdoulaye Wade, il avait parlé gloire à M. Kadhafi en le regardant dans les yeux, en lui demandant de quitter son pays parce que le blanc veut arriver. Alors lorsque je vois des années après, des gens venir faire des incantations, moi ça me fait un peu rigoler. Il faut que des pays africains soient déjà souverains, que les peuples africains soient déjà souverains, que l'Africain soit souverain. Lorsque vous regardez nos leaders, vous allez vous rendre compte que nous sommes plutôt portés vers l'extérieur. Lorsque les gens sont malades, ils vont en Europe. Lorsqu'ils ont un petit souci, ils partent en Europe. Mais plus tard, ils viennent faire des conférences pour vous dire que nous voulons être libres. Nous voulons être des pays. L'autonomisation de l'Afrique passe d'abord par l'autonomisation de l'Africain. Et je pense aussi que la procédure qui a été adopté, le processus qui a été adopté pour mettre sur pied, en tout cas pour donner corps à cet idéal, a été mal pensé. Je vais vous prendre le cas du traité de Maastricht qui encadre en fait la création de l'Union européenne. L'Union européenne ne s'est pas construite par absorption. C'était par adhésion. Donc, c'est-à-dire, on ne s'est pas levé, on a dit le Cameroun et la Somalie, qui est un pays aujourd'hui presque en lambeau, un collapse state. On n'a pas dit on va mélanger l'Afrique du Sud avec la Somalie. On n'a pas dit, non, on a dit il y a des critères pour adhérer à la dynamique que nous sommes en train de lancer. On a donc lancé l'Union européenne. Aujourd'hui, on est à l'union de plus de 27 pays. Au départ, ce n'était pas 27. On a posé les critères et ces critères ont stimulé les différents pays qui étaient encore en arrière de se mettre à niveau, par exemple au niveau du respect des droits de l'homme, au niveau donc de la démocratisation. Or, chez nous, on a fait l'Union africaine comme au fourre-tout. Donc, c'est-à-dire, on prend des pays qui n'ont pas le même niveau, qui ne partagent pas les mêmes valeurs, on les met ensemble et puis on dit on a l'Union africaine. Et pourtant, on devait adopter cette stratégie qui avait été adoptée, si vous me permettez la tautologie, par l'Union européenne. C'est-à-dire, on va par étapes, Et maintenant, on a mis sur pied des systèmes sous-régionaux. Parlons de la CEMAC. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la CEMAC? Si on n'arrive pas à s'entendre dans la CEMAC, où on sait bel et bien qu'on a affaire au Bantou, est-ce qu'on pourra s'entendre au niveau africain, où on aura des Maghrébins, où on aura des Noirs, où on aura ceci? Donc, je pense que le projet panafricain, c'est un beau projet. Le projet de création des États-Unis d'Afrique, c'est un beau projet, mais il faut qu'on sorte des incantations angéliques. Il faut que chaque pays, à son niveau, essaye d'obtenir sa souveraineté. Pour être souverain, il faut être économiquement prêt. Un pays ne peut pas être souverain s'il est dans un système de dépendance, si ce pays n'a pas une certaine autosuffisance. Or, lorsque vous regardez ces grands corps malades qui veulent créer un des États-Unis d'Afrique, vous allez vous rendre compte que mais on est en train de divaguer. Il faut commencer d'abord à poser les bases d'un Africain autonome, des États d'Afrique autonomes, et maintenant on pourra donc converger vers des États-Unis d'Afrique. Sylvain, donc, l'autonomisation de l'Afrique passe par l'autonomisation des Africains. Est-ce que l'unité de l'Afrique peut se faire avec les dirigeants actuels? Bien, vous conviendrez avec moi que je ne partage pas les avis qui viennent d'être énoncés par mon copanéliste pour deux raisons. La première, c'est cette attitude qu'on a toujours de vouloir consacrer l'intégration européenne comme un modèle. Je rappelle que les dynamiques qui ont été enclenchées aussi bien en Europe qu'en Afrique ne procèdent pas de la même finalité. L'intégration européenne avait un seul objectif au départ, ramener la paix entre les États européens qui s'étaient
battu pendant plus de 2 siècles. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient constitués en État et ils se sont battus lors des guerres inter-étatiques pour la prééminence au niveau mondial. Or, il n'en est pas le cas pour l'Afrique. Ce dont a été victime l'Afrique, c'est plutôt une domination qui venait de l'extérieur, la traite négrière d'abord, puis la colonisation. Et l'intégration européenne, l'intégration africaine a donc pour objectif de mettre les bases pour un développement collectif. La deuxième chose qu'il a dite, c'est justement ce comportement réaliste des États africains qui veulent privilégier leur intérêt national à l'intérêt collectif. Mais bien évidemment, même cette raison milite en faveur de la création des États-Unis d'Afrique. Parce qu'en réalité, dans un continent où on a 55 États, on ne va pas continuer à se combattre au lieu de se mettre ensemble pour affronter l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est ceci. Les États-Unis d'Afrique sont urgents. Pourquoi? Premièrement, parce que si on se met ensemble, on devient plus fort. Et cela nous donne les marges de manœuvre pour revendiquer une certaine autonomie, une certaine souveraineté. Et quand est-ce qu'on passe des concepts, quand est-ce qu'on sort des concepts pour rentrer effectivement dans l'application, dans la Bien évidemment, c'est beau le discours sur l'unité de l'Afrique, la fédération des États africains, mais il y a aussi que, Aristide Mono disait tout à l'heure, ça ne reste que des discours. Bien évidemment, le problème c'est justement ça. Comment faire pour passer de la pensée à l'acte? À l'acte, bien sûr. Or, pour passer de la pensée à l'acte, il faut détenir le pouvoir. Et bien évidemment, le problème, c'est que la majorité des gouvernants africains ne croient pas au panafricanisme. C'est pour ça que je pense que le discours est important, parce qu'il vise à sensibiliser une plus grande masse pour qu'on prenne conscience du fait qu'on n'a pas d'avenir en dehors du panafricanisme. Je prends un exemple pour terminer. Monsieur Aoumo parlait de l'encerclement à travers les côtes maritimes et il évoquait le cas des États-Unis. Oui. Quand vous regardez le déploiement géostratégique américain, vous vous rendez compte facilement de cet encerclement. Pourquoi? Parce que les États-Unis procèdent de 2 manières. Ils ont des bases, Djibouti, Diego Garcia, Ascension, et des stations de guidage des missiles en Afrique du Sud. Oui. La deuxième logique consiste à faire ce qu'on appelle la diplomatie navale, c'est-à-dire l'utilisation des marines à des buts stratégiques. Oui. Et ils le font en organisant des exercices multilatéraux comme CUTLAS en Afrique de l'Est, African Obangam en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée, et African Sahara. Vous voyez donc, dans cette position, quel est l'État africain individuellement qui pourra revendiquer sa souveraineté? C'est quasiment impossible. Donc la solution, c'est que pour mettre fin à cet encerclement, il faudrait que nous agissions de manière collective. Il n'y a pas de survie de l'Afrique en dehors du panafricanisme. Voilà. Jean Aturaoumou, je vais vous permettre de réagir notamment sur ce dont parlait Aristide tout à l'heure, notamment le fait que l'union africaine, qu'elle échoue aujourd'hui, relève du fait qu'elle n'ait pas véritablement été bien pensée, ou du moins que ces pays africains n'ont pas été intégrés dans cette union sur un socle assez solide. Est-ce que d'abord vous partagez cet avis? Et ensuite, le panafricanisme comme une option, qu'est-ce que cela va apporter de nouveau? Déjà, pour la pensée théorique de l'unité africaine, oui. Cette pensée théorique est solide, parce qu'elle est même plurielle. Et ce n'est pas le fait d'un individu. C'est le fait de plusieurs individus et c'est allant même sur plusieurs générations. Il y a du matériau solide. Cependant, ce qui manque, qui fait défaut, je crois que mon ami a essayé d'aller le dire, mais il n'a pas eu le courage de le dire, c'est qu'en réalité, le même problème qui s'est posé à Addis Abeba, c'est le problème du néocolonialisme. C'est pour cela que Nkrumah a écrit tout un ouvrage là-dessus.
Parce que lui et le docteur Félix Roland Moumié mettaient déjà en garde les États africains. Avec le néocolonialisme qui est en train de prendre racine là, il est quasi impossible pour n'importe quel État africain de pouvoir jouir, même de pouvoir être, même la petite autonomie dont parle mon ami. Parce qu'ils prennent des directives depuis Paris, des directives depuis Londres, des directives depuis Washington. Alors quand vous avez donc, ça c'est non seulement au niveau des chefs d'État, parce que certains croient qu'il n'y a que des chefs d'État, non, il n'y a pas que les chefs d'État. Il y a bel et bien des intellectuels, des universitaires qui sont connectés à ces cercles-là pour diffuser des thèses, pour diffuser le pessimisme et l'abrutissement au sein des peuples africains. Pour empêcher que les petits africains aient même la moindre idée de pouvoir sortir, même de penser, même dans les rêves, de penser à sortir de l'enfer où nous sommes. Même dans les rêves, ils tuent cela. Il y a donc des intellectuels qui sont programmés pour ça, payés pour ça, et font ce travail au jour le jour. Il y a des cadres, des officiers supérieurs des forces de défense de sécurité et même des renseignements généraux. Il y en a dans divers pays africains qui travaillent pour cela. Quand il citait par exemple la soi-disant coopération militaire, que font les Américains, quand on regarde, par exemple, celui qui a fait le coup d'État au Mali, Sanogo, qui a entraîné la déchéance pratiquement du Mali, c'était un ancien officier qui a fait des stages chez les Américains. Quand vous prenez par exemple Djendjere au Burkina Faso, la même chose chez les Américains. Quand vous prenez par exemple celui qui a fait le coup d'État au Soudan aujourd'hui, la même chose, il a travaillé avec les Américains au Yémen. Et vous avez un bon nombre du Berlu comme ça là, qui effectivement dans les coopérations soi-disant militaires ou des renseignements généraux se mettent au service des cercles impérialistes. Et donc on ne peut pas travailler pour les peuples africains. Donc, vous voyez donc cette deuxième vague. Vous avez les prédicateurs de confessions religieuses diverses. Je dis bien les prédicateurs de confessions religieuses diverses qui diffusent effectivement aussi cette haine de soi de l'Africain. Qui tue dans la tête le subconscient des Africains toute forme même de pensée de l'unité africaine. Il y a effectivement nos propres valeurs. Il y a des valeurs parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles les Africains doivent les remettre fondamentalement en question. Parce que du choc de la rencontre entre l'Afrique et le monde occidental et le monde arabe, il y a eu beaucoup de graves blessures que l'Afrique ne sait pas encore guérir à l'heure actuelle. Donc l'Africain doit retourner aux racines? Non, pas entièrement. Il y a des racines où on ne peut plus se retourner, mais il y a des choses qu'on doit très rapidement évacuer. Et c'est là donc où alors les intellectuels africains, en bon nombre, je ne dis pas tous, ne font pas leur travail. Au contraire, nous enferment là-dedans. Et un bon nombre de prédicateurs de toute confession religieuse nous enferment également là-dedans. Et il y a également aussi les hommes d'affaires. Ah ben oui. Voyons que le spectre est large. Ce n'est pas un problème des hommes de chefs d'État, c'est pas chef d'État. Le spectre est bien large. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont des intérêts avec des multinationales. Qui sont les faux nés des multinationales ici en Afrique. Ceux-là également ne peuvent pas lutter, ne serait-ce que pour la petite autonomie dont parle mon frère. Non. Ils ne peuvent pas du tout. Ils ne roulent pas du tout pour cela. Vous avez vu par exemple ici, là, que quand on parlait par exemple des APE, prenons le cas du Cameroun, quand on les a signés, est-ce que vous avez entendu le murmure seulement de n'importe d'un chef d'entreprise au Cameroun? Le murmure seulement. Et pourtant, ça allait de soi qu'avec ces APE, c'était les principaux visés qui allaient prendre des coups. Et c'est comme ça dans divers champs. Au niveau, quand on a parlé des Européens qui avaient des bases, non, les Africains ont des bases. D'abord, on a des mêmes bases culturelles. On a une même base culturelle, on a une même base historique. Et quand on prend des bases culturelles, les ethnies africaines sont presque pratiquement les mêmes. Est-ce qu'elles en ont conscience aujourd'hui? C'est justement ça, c'est pourquoi je parlais du rôle des intellectuels et des universitaires. Pour la plupart, qui ne font pas leur travail, continuent à nous abrutir. C'est pour ça que je dis qu'ils tuent dans l'œuf même le rêve des Africains. Parce qu'il y a des ennemis au Cameroun ici, que les Camerounais croient être des ennemis, qui n'existeraient qu'au Cameroun, alors qu'il y a des ennemis camerounais qu'on retrouve dans divers pays africains, et vice-versa, qui ne sont même pas proches du Cameroun. On retrouve des similitudes culturelles. Donc voilà une base assez forte.
on a une langue, il y a une langue commune en Afrique, qui est le socle de toutes les langues africaines. Par exemple, c'est l'égyptien ancien. Si l'égyptien ancien est aujourd'hui appris dans toutes les universités africaines, dans tous les lycées africains, dans 10 ans, on n'aura plus besoin de parler le français ou l'anglais, ou l'arabe, ou le portugais. Merci. Parce que effectivement, ça permettra aux Africains, ça pourra résoudre le problème du tribalisme et du régionalisme ambiant. Pour chuter, je reviens sur un peu sur chuter très rapidement, voilà. Sur les prétendues ambitions hégémoniques de Kadhafi. Kadhafi n'avait pas d'ambition hégémonique sur l'Afrique. Kadhafi était pour l'unité africaine. Oui. Et donc, les adversaires de l'Afrique ont fait croire aux Africains à travers les médias et à travers les universitaires et autres qu'en réalité, Kadhafi était un danger pour eux. Comment Kadhafi peut être un danger pour les Africains? C'est grâce à Kadhafi qu'il lance le satellite, le premier satellite africain. C'est pour ça que les coûts de téléphone en Afrique sont maintenant moins chers. Or, les Africains perdaient chaque année au moins 500 000 milliards de dollars. Rien que pour le téléphone. Avec Kadhafi, avec ça, le coût a chuté. Ça, Kadhafi devait nécessairement mourir pour les Européens. Merci. Vous avez par exemple au niveau du Fonds monétaire, le Fonds monétaire international. Kadhafi dit, à ce niveau, il faut un Fonds monétaire africain, il faut une banque centrale africaine. On vous a compris. Ça veut donc dire que pour les 7 impérialistes qui ont mis sur pied le FMI et la Banque mondiale pour appauvrir les Africains, à ce niveau-là, ça veut donc dire que Kadhafi était en train, comme on est en train de le dire, comme on dit très souvent dans les bidonvilles, dans les villes camerounaises, Kadhafi est en train de mettre du sable dans leur tapuka. C'est pour cela que sa tête a été mise à prix. Mais vous ne vous apportez pas les bienfaits de la vision panafricaine. Voici donc les bienfaits. Nous sommes en train de vouloir déjà sortir. Je vous ai dit que tantôt que l'Afrique ne peut rivaliser avec les autres. Parce que le combat tel qu'il est dans l'Afrique a un vivier de matières premières extrêmement précieuses. Oui. Que convoitent presque toutes les grandes puissances à l'heure actuelle. Alors, il y a l'enjeu de la transformation de ces matières premières aujourd'hui qui cause encore problème. Qui pose problème. Si donc l'Afrique ne s'unit pas et ne soit pas apte à défendre ses biens et mettre en valeur ses biens pour d'abord l'Afrique et éventuellement pour le reste du monde, tel que l'encerclement militaire et géostratégique est en train de s'opérer avec des bagarres et avec tous les plans d'extermination des peuples africains. Parce que les différentes épidémies qu'on a en Afrique, ce n'est pas des épidémies au hasard. Ce n'est pas en fait du hasard. Il faut tout faire pour réduire fortement la démographie africaine, à défaut de l'éteindre. Alors, on a des maladies qu'on balance aux Africains, on a des guerres qu'on balance, d'abord des soi-disant guerres identitaires, des soi-disant guerres ethniques, des soi-disant guerres religieuses, qu'on balance là, parce qu'effectivement, il faut à tout prix mourir. Donc il y a une urgence. Oui. C'est dans les années 60, c'était une nécessité. Maintenant, depuis 2010, au moins, c'est une urgence. Oui. Vraiment, tricher là-dessus, ça voudrait dire qu'en réalité, on est prêt, nous sommes en train maintenant de préparer le lit pour une bonne période d'esclavage qui pourra mettre maintenant alors plus de 1000 ans. En 30 secondes, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la dynamique prend résolument corps? En 30 secondes, très rapidement. La dynamique est en train de prendre corps. Très lentement aussi. Oui, assez lentement, compte tenu du contexte d'austérité interne et externe, par quelques forces politiques, par quelques forces intellectuelles à l'heure actuelle, qui essaient de faire le travail qui est assez ardu, parce que le contexte est très hostile, tant au niveau interne qu'au niveau externe de l'Afrique. Voilà, Sylvain Dong, peut-être réaction, et vous me dites aussi pour votre dernier mot, par quel chantier on doit s'attaquer en priorité aujourd'hui, si on veut sortir effectivement de cette étape des discours, par quoi est-ce qu'on commence pour parvenir effectivement à cette unité de l'Afrique? Et on va terminer bien sûr avec Aristide Mono tout à l'heure. Je voudrais d'abord revenir sur la question des ambitions hégémoniques. Et là, je loue la perspicacité de M. Aoumou, parce qu'en réalité, ce problème, cette astuce a toujours été utilisée pour faire peur aux Africains. Lorsque le président Nkrumah présente son projet aux États africains, on dit aux autres que si vous acceptez, il deviendra le président de l'Afrique. La même stratagème avait été utilisée plus tôt en Afrique centrale avec Barthélemy Boganda.
Donc en réalité, je pense qu'on ne doit pas on doit être très attentif. Quand les États-Unis ont des ambitions hégémoniques, la France, la Chine et autres, on ne parle pas de ça. En fait, les médias internationaux ne peuvent pas parler de ça. Au contraire, ces médias se félicitent de cette pénétration, du partenariat, pour utiliser l'expression consacrée. Je pense qu'en réalité, pour commencer, les États-Unis d'Afrique, le plus important et le plus pressant, c'est le domaine sécuritaire. Le domaine sécuritaire, comment? On doit commencer par sécuriser nos mers, on a commencé par sécuriser notre espace aérien. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit lors de ce débat, on voit que les dynamiques géostratégiques qui se développent au niveau planétaire montrent que l'Afrique est en train d'être recolonisée. Pour éviter cela, il faudrait que les États africains se mettent ensemble et décident de faire une stratégie maritime ou navale continentale. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais il va falloir renforcer cela. Par exemple, depuis 2009, il existe une dynamique de coopération entre les États de la CEAC au niveau de la sécurisation de leur espace maritime. Et en 2014 également, la CEDEAO a mis en place une stratégie pour sécuriser ces mers. On peut partir de là pour élargir ces coopérations au niveau des autres régions et faire barrage, ne serait-ce que sur le plan maritime, à l'encerclement qui vient. Donc, il existe un certain de tels projets un peu partout sur le continent. Et je termine en disant que le discours des intellectuels actuellement, ce n'est pas de dire que le panafricanisme est une mauvaise chose. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est de montrer, d'expliquer aux Africains pourquoi il est fondamental qu'on renaisse. Ça fait 6 ans, 6 siècles autant pour moi, que nous souffrons. Et il n'est plus possible que nous continuions ainsi. Donc, ce discours sera salvateur, surtout si les masses prennent possession des objectifs et surtout de l'objectif fondamental du panafricanisme qui consiste en l'unification de l'Afrique. Aristide Monod, les intellectuels ne font donc résolument pas leur travail, ne jouent véritablement pas leur rôle dans le travail de préparation des peuples africains à la mise sur pied de cette dynamique. Ça répond peut-être à la préoccupation que vous avez posée tout à l'heure, qui parlait de ce que l'on soit encore dans les discours et non pas dans l'implémentation. Réaction et on termine. Déjà au niveau, vous allez me permettre de répondre déjà à quelques réserves qui ont été émises. Il y a déjà la question de l'hégémonie. Monsieur Sylvain, donc, qui est un internationaliste, c'est bel et bien que les rapports sur la scène internationale, que ce soit dans la sous-région africaine ou une sous-région occidentale, les rapports entre les États, ce sont des rapports de force, ce sont des rapports de domination. Mais seulement, est-ce que la domination de Kadhafi était nocive? Je dirais non. C'était une domination où il fallait prendre le flambeau. Donc je pense que lorsque je parle de visée hégémonique, ce n'est pas dans le sens de l'impérialisme occidental. Voilà. Pour que nous soyons clairs. Merci pour la précision. Maintenant, deuxième chose, lorsque on dit par exemple qu'il faut sortir des incantations angéliques, c'est tout simplement pour interpeller la volonté des Africains, volonté politique des leaders africains. Lorsque M. Aoumou dit qu'il faut qu'on aille vers la création des États-Unis d'Afrique, et en même temps, il estime que ceux qui doivent donc diriger, ça veut dire ceux qui, nos présidents et autres, sont à la solde des Occidentaux. Ça signifie qu'on n'a rien à attendre en fait de ce type de projet, parce qu'on veut confier ce projet aux gens qui sont à la solde des Occidentaux. Non, pas tous. Il y en a, il y en a certains qui sont à la solde des Occidentaux et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui le sont, il faut bel et bien qu'on crée une masse critique qui les amène à aller dans ce sens. En 2000, j'ai évoqué la résolution 1973. Je pense qu'il n'y a eu aucun président africain qui s'est levé en disant je vais accompagner Kadhafi, même militairement, en lui donnant des unités. Donc c'est pourquoi je généralise tout en reconnaissant qu'il peut y avoir des exceptions. Ça c'est un cas. Deuxièmement, j'ai peur de ce discours qui veut jeter l'opprobre
à l'Occident, à chaque fois. Donc ça veut dire nos échecs, les justifier avec l'impérialisme et autres. J'ai travaillé sur la question de Boko Haram. J'ai fait le Logon et Chari, j'ai fait le Mayo Sava, Amchide, Kerawe, Ocre. Je me suis rendu compte que la question de Boko Haram, au-delà de tout ce qu'on peut faire en termes de conjecture, autour de la déstabilisation du Cameroun à travers des Occidentaux, il y a une responsabilité endogène des Camerounais. Et cette responsabilité endogène des Camerounais n'a rien à voir avec la pression des Occidentaux. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à réaliser 3000 forages dans l'extrême nord, et pourtant il y a de l'argent, et on se retrouve plutôt avec un gros plein de prisonniers à Kondengui, est-ce que ce sont des Occidentaux? Lorsque les gens se décident par exemple d'ouvrir des écoles primaires, collèges privés, pour consommer l'argent des dossiers des enfants, est-ce que cela dépend des Occidentaux? Donc c'est pour faire comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de ce discours angélique, qu'on dise aux Africains, votre unité passe par votre responsabilité. Si vous n'arrivez pas à faire à l'intérieur, si vous n'arrivez pas à faire à l'intérieur de vos pays, ce n'est pas au niveau macro que vous allez le faire. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'à un moment donné, des pauvres enfants vous ont donné de l'argent pour faire le baccalauréat et que vous ne devez pas consommer avec cet argent, c'est à ce moment. Donc on ne va pas attendre que les Occidentaux viennent nous caresser et à chaque fois... Non, nous disons non. Il y a une responsabilité centrale et des responsabilités secondaires. La responsabilité centrale, ce sont les cercles impérialistes. Il faut le dire. La responsabilité secondaire, c'est notre... Je pense que je vous ai écouté. Permettons le temps. Donc on ne va pas jeter à chaque fois. On ne va pas passer tout le temps à dire les Occidentaux, les Occidentaux. Et pourtant, le véritable problème de l'Afrique commence par l'Afrique. On aura des bases militaires et autres. On va se défendre. Mais si les gens sont affamés, si vous n'arrivez pas à réaliser un forage, qu'est-ce qu'une base militaire pourra bien faire pour l'autonomisation de cette personne en termes de consommation de l'eau? La personne sera toujours obligée d'aller acheter l'eau qui sera proposée par... Et pourtant, nous avons un réseau hydraulique très très fort. Donc moi, je dis, je suis pour la création des États-Unis d'Afrique. Il faut qu'on commence d'abord par nous remettre en question, à faire la politique des petits pas, par rapport aux petits moyens que nous avons, par rapport à notre petite autonomie. Qu'est-ce que nous faisons pour accroître cette autonomie? C'est donc après qu'on pourra donc peut-être arriver à une autonomie un peu globale. Voilà, merci. On n'en dira pas plus. Il y a tellement à dire sur cette question. En tout cas, je promets d'ailleurs qu'on reviendra sur ce plateau pour en parler, pour une émission entière. Mesdames et messieurs, c'est ici en tout cas que prend fin cette autre édition de votre émission Chantier Politique. Merci de nous avoir suivis durant tout ce temps. On se retrouve mardi prochain avec nos panélistes et des sujets tout aussi alléchants. En attendant, passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Merci. Personne ne dit